Normalement, quand je sortirai cette vidéo, la saison 4 de Demon Slayer s'est terminée depuis peu. Il s'agit d'un arc purement shonenique. Oui, à partir de 1000 abonnés, on peut inventer des mots. C'est YouTube qui le dit. Je veux dire par là qu'il s'agit d'un arc d'entraînement intensif, aboutissant par une bataille assez dantesque, sans spoil, ceux qui ne l'ont pas encore regardé. Mais avant tout, un petit résumé pour ceux qui, de façon improbable, sont passés à côté du phénomène. Demon Slayer, c'est l'histoire de Tanjiro et de sa sœur Nezuko, dont la famille ont été massacrés par un démon. Les démons sont semblables aux êtres humains en apparence. Anthropophages, ils ne peuvent pas être touchés par la lumière du jour sans mourir. Tous sont des créations de Muzana, chef et premier d'entre eux. Nos deux héros vont donc le chercher pour guérir Nezuko transformé en démon depuis. Pour ce faire, Tanjiro entrera dans l'armée des pourfendeurs et apprendra à manier le katana. Nezuko, elle, développera des techniques qui lui permettront des prouesses uniques même chez les démons. Et bien sûr, ils vont rencontrer plein de personnages, affronter des démons de différents types, bref, un shonen assez classique. C'est pas la première fois que je parle de shonen sur la chaîne, c'est même à se demander si je ne parle pas que de ça. Mais ne vous inquiétez pas, très bientôt il va y avoir des vidéos sur le ciné qui vont arriver, et peut-être même sur le jeu vidéo. Le shonen, c'est donc un genre du manga destiné en général aux jeunes adolescents masculins. Pour être plus précis, je parlerai là du genre neketsu, qui possède nombre de caractéristiques telles que le héros orphelin, aux rêves démesurés, aux traits globalement positifs. Une des critiques que l'on entend au sujet de Demon Slayer, c'est son classicisme. Et effectivement, l'histoire est remplie de clichés et de tropes que l'on a vus et revus, encore et encore. Attention, ce n'est pas en soi négatif. Je trouve personnellement que Demon Slayer c'est plutôt une œuvre intéressante, c'est un bon shonen. Même si pour ça, ça ne réinvente pas la roue. On peut faire de très bonnes histoires en étant cliché, pour peu qu'elles aient d'autres qualités, le fait d'être bien narré par exemple. Et indéniablement, Demon Slayer a de très nombreuses qualités que je ne vais pas lister car ce n'est pas le but de la vidéo. Ce que j'apprécie dans cette œuvre, c'est qu'elle est proche du conte sur beaucoup d'aspects, tout comme One Piece se rapproche du mythe et d'une odyssée. J'ai également fait appel pour cette vidéo à un ami conteur qui va nous narrer une histoire tout le long de la vidéo. En français, le mot conte est attesté dès 1080. Il vient du latin computare qui veut dire compter. La première signification du mot est donc les récits des choses vraies. Et le mot change à la Renaissance pour devenir le récit des choses inventées. Le conte est très souvent une pure fiction, brève et parfois merveilleuse, à la trame narrative peu compliquée. Pris la clope de la vieille, tira une bonne grosse taffe et leur crama la gueule. Ce qui est déjà quelque chose qu'on retrouve dans Demon Slayer. Au début, le conte s'ouvre sur une formule d'ouverture et est rempli d'une panoplie de personnages humains définis principalement par une fonction ou de signe distinctif mental ou physique, comme le chasseur ou le petit chaperon rouge. On trouve également des animaux et des objets personnifiés. Fais gaffe, je suis pas commode. Dans Demon Slayer, en l'occurrence, les personnages sont développés au-delà de leur fonction dans le récit. Cependant, on trouve bel et bien des corbeaux qui parlent. Et le fantastique, par le biais des démons, est bel et bien présent. On trouve également dans ces histoires des thèmes assez graves et violents, comme le cannibalisme, c'est le cas des histoires d'ogres. Et ça rappelle bien sûr les démons du manga. Le héros finit toujours vainqueur, le pauvre devient riche, le faible puissant. Et je n'ai pas lu le manga, donc je ne suis pas allé plus loin que l'équivalent de la fin de la saison 4. Je ne doute pas que c'est ce qu'il se passe à la fin de Demon Slayer. Il existe de nombreux types de contes et différentes classifications, celle d'Arne Thompson par exemple regroupe tous les contes selon leur schéma narratif. Il en dégage 3 grandes catégories, les contes d'animaux, les contes merveilleux et les contes à formule. Il y a d'autres catégories moins importantes, telles que le conte philosophique, qui met en scène une pensée philosophique. Le conte étiologique, qui explique des phénomènes ordinaires mais incompréhensibles à une époque donnée, comme les éclairs ou les éruptions. Le conte satirique, qui s'amuse au dépit de quelque chose ou de quelqu'un. Jean-Claude Denisot, instituteur au CEFISEM, centre de formation et d'information pour la scolarisation des enfants de migrants, rappelle quant à lui 3 fonctions différentes et essentielles du conte. La fonction sociale, puisque la transmission se fait par échange et la communication, la fonction psychologique, poussant à l'imagination et l'identification, et la fonction pédagogique, qui est une synthèse des 2 précédentes. L'auteur définit également le conte comme une forme d'expression universelle qui traverse l'espace et le temps, donc aussi les cultures. La baise. Il permet également l'acquisition d'un patrimoine culturel universel. Demon Slayer remplit toutes ces fonctions tout en étant dans plusieurs catégories de contes. Le merveilleux, bien sûr, à cause des éléments fantastiques de l'histoire, philosophique, puisque l'auteur explicite des points de vue et des pensées. J'ai même envie de rajouter le conte d'animaux avec ses oiseaux qui parlent et ses horribodibuleuses. Le conte, c'est d'abord un art oral qui se transmet de cette manière de génération en génération. Je ne vais pas faire l'histoire du conte, on le fera peut-être dans une autre vidéo, mais vous n'êtes pas sans savoir que les contes ont été regroupés au XVIIe et XIXe siècle par des noms assez illustres comme Charles Perrault ou bien les frères Grimm. Dans l'univers du manga, on nous dit à plusieurs reprises qu'il existe des histoires autour des démons, comme des contes enseignés aux enfants. Enfin, il existe de nombreux modèles dans les contes que je ne vais pas tous définir, mais ces modèles montrent bien que le conte est un genre très archétypal, tout comme le neketsu. Le modèle de Prop, par exemple, un folkloriste soviétique, montre une suite syntagmatique de 31 fonctions les unes liées aux autres. Mais dis-moi connard,
C'est quoi le syntagmatique? Eh bien, c'est vraiment pas évident, mais en gros, il s'agit d'un groupe de mots qui se suivent dans un sens déterminé. Pour lui, un conte merveilleux est un récit avec 7 personnages. Le héros, Parce que t'es gentil. la princesse, Qui est l'objectif du héros, l'agresseur, qui est le connard de l'histoire, le mandataire qui envoie le héros en mission, le donateur, l'auxiliaire, et même un imposteur. Ces unités sont nommées motifèmes par le folkloriste américain Dundas. Il les regroupe en 4 couples, tels que le manque et la suppression de ce manque, l'interdiction et la transgression, etc., etc. En plus de 3 types de séquences de ces 4 motifèmes, tels que le manque, l'interdiction, la transgression, la suppression du manque. Et je m'arrête là parce que vous êtes beaucoup à avoir quitté la vidéo parce que c'était devenu chiant. Pour ceux qui sont restés, félicitations. Voici un petit montage avec les femmes de Tengen. Bah bravo, ça vaut bien le coup de faire le gauchiste pour finir avec ce genre de montage. Bref, j'ai retenu 4 caractéristiques du conte qui se retrouvent dans Demon Slayer, ainsi que 4 caractéristiques secondaires reliées au principal. Bon, fini d'en parler comme si c'était un jeu de rôle et lançons-nous dans la vidéo. Il était une fois, au temps d'antan, une jeune fille qui aimait un marin. Leur amour était vrai et profond. Il ne leur fallut pas beaucoup de temps avant de se fiancer. Pourtant, pour eux, ce n'était pas suffisant. Ils se seraient déjà mariés s'ils l'avaient pu. Mais le marin devait partir le lendemain pour un voyage incertain. Alors, on a remis le mariage à son retour. Ah, mais c'est que ça n'allait pas du tout aux jeunes gens. En secret, le marin alla proposer à la jeune fille de l'enlever cette nuit. Ils partiraient alors ensemble. Elle a accepté, pensez-vous, que le projet lui semblait beau. Tu me reconnaîtras facilement. 3 fois, je ferai le chant de la chouette et tu sauras alors que tu dois sortir et me rejoindre. Quelle joie ça a été pour elle. En secret, l'un à l'autre, dans l'intimité du cœur, ils ont prêté le serment du mariage. Je suis à toi, tu es à moi. Seule la faux et la bêche nous sépareront. Ah, mais le jeune homme avait l'amour fanfaron. Même la tombe ne saurait nous séparer, ajouta-t-il. Tenter le destin n'est jamais très malin. Ces mots amenèrent dans l'heure le malheur. On apprit sa mort d'une mauvaise chute. La fiancée resta alors comme un fantôme à errer. Toute la journée, le chagrin la dévorait. La peine rongeait tout son corps. Le monde perdit ses couleurs, perdit ses formes, et le soir le sommeil la fuya. Elle était prise dans les affres de sa propre mémoire. Elle entendit une chouette au cœur de la nuit, et ses larmes revinrent en pensant à ses projets du jour. Et la chouette chanta à nouveau. Elle s'arrêta pour écouter. Une chaleur nouvelle venait de s'allumer dans son cœur et lui faisait se demander si son malheur était bien vrai. Une 3e fois, la chouette a chanté. La jeune fille s'est relevée, s'est redressée, a enfilé toutes ses robes, les unes par-dessus les autres, comme s'apprêtant à partir pour un très long voyage. J'ai décidé de commencer par la partie la plus rapide et la plus simple, parce qu'il y a assez peu d'éléments qui sont communs entre les deux. L'univers merveilleux permet de donner envie aux jeunes lecteurs de s'y plonger, que ce soit dans les contes ou les mangas. Une qualité qu'on donne souvent au sujet de One Piece, c'est d'avoir un univers exceptionnellement riche et bien écrit. Sans être aussi prédominant dans Demon Slayer, l'univers est assez logique et intéressant. Visuellement, il y a de très bonnes idées, avec les techniques de profondeur sous forme d'estampes. Moi j'adore, je trouve ça trop beau. Souvent dans les contes, le personnage principal n'a rien de merveilleux, je veux dire par là qu'il n'a pas de pouvoir. C'est le cas de Tanjiro au début de l'histoire. Mais très vite cela change, le manga reste un neketsu, donc le héros doit savoir se battre. Même dans Black Clover où le personnage reste incapable d'utiliser la magie, il acquiert une autre forme de capacité, c'est l'anti-magie. Ce qui le rend donc dans un univers où il n'y a que des magiciens complètement pétés. C'est souvent les auxiliaires, soit les alliés du héros, qui sont des êtres d'exception et qui l'aident dans sa quête. Mais ça peut être aussi des ennemis. Un type de personnage qui revient souvent dans les contes, c'est celui de l'ogre. Il s'agit d'une créature souvent anthropomorphe qui se nourrit des êtres humains et particulièrement des enfants. Ce qui rappelle fortement les démons dans l'anime. Mais d'autres créatures se retrouvent dans les contes qui leur correspondent également, c'est le cas du diable. Particulièrement dans les contes religieux,
Il y est montré comme un changeant d'apparence et manipulateur. C'est globalement ce que l'on voit de Muzan, capable de se métamorphoser, manipulant les gens comme la 11e lune, mais aussi toutes les lunes supérieures qui lui vouent une admiration sans fin, au point de s'aplatir comme des merdes. Et on nous l'indique à plusieurs reprises comme le mal absolu. Non, ce sont des ignorants, c'est de l'ignorant. Enfin, c'est un peu tiré par les cheveux, mais souvent dans les contes, il y a des figures anthropomorphisées, c'est-à-dire des humains aux traits animaux ou des animaux aux traits humains. C'est le cas du loup dans le petit chaperon rouge qui signifie l'homme inconnu, potentiellement violent envers les jeunes filles, ou les trois petits cochons qui sont la même personne, mais à des âges de maturité différents. Et dans Demon Slayer, nous avons le corbeau qui parle et qui peuvent communiquer parfaitement avec les humains. Et bien sûr, ces conneries de souris culturistes. Aïe, 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 aïe. Nos personnages principaux sont bel et bien humains, ce qui ne les empêche pas De rester très humaine. d'être exceptionnels. En effet, dans les contes, les personnages sont souvent flamboyants et exceptionnels, que ce soit de manière positive ou négative. Et c'est le cas des monstres dont je viens de parler, les ogres, les diables, mais les aidants du héros sont souvent des êtres exceptionnels. C'est le cas des piliers par exemple, qui vont aider les héros dans leur combat contre les démons. Simon Sen, maîtresse de conférences honoraire dans le département folklore de l'université de Copenhague, parle même dans son livre de contes populaires de personnages flamboyants. Ce qui n'est pas sans rappeler un pilier aux cheveux couleur bolognaise. Dans les contes et dans les shonen, le personnage principal est souvent un enfant, ce qui favorise l'identification. Dans son article Demon Slayer, un conte du 21e siècle, Serge Tisserand indique que depuis la défaite du Japon en 1945, plus aucun adulte ne peut être une figure identificatoire. C'est ce qui explique que les nouveaux héros sont des enfants ou des robots. Dans les deux cas, le conte comme le shonen, l'histoire centrée sur les enfants nous les montre en train de pallier leurs faiblesses, de grandir, d'accomplir leurs rêves. Dans ces histoires, les enfants affrontent leurs démons intérieurs, ce qui leur permet de grandir. Des démons intérieurs sont littéralement les démons qu'affronte Tanjiro. Le héros Tambour qu'il affronte dans la première saison, par exemple, a un problème de confiance en lui et permet à Tanjiro d'affirmer sa force. Yotaro, lui, montre à Tanjiro ce qu'il aurait pu devenir dans d'autres circonstances. Dans le conte, le héros est souvent marqué par le surnaturel, et c'est quelque chose qu'on retrouve également dans les shonen. Il peut être surnaturel dû à une naissance merveilleuse, c'est le cas de Naruto avec Kyuubi, à des dons extraordinaires comme le souffle du soleil de Tanjiro. La marginalité du héros, elle, peut être due à différents facteurs. Il peut être très chétif ou trop fort, mais il sort systématiquement de la norme d'une façon ou d'une autre. La structure du contenu, aussi nommé sémique, se repose dans le conte par une opposition fondamentale entre deux couples. Le respect ou la rupture avec le contrat social, la liberté individuelle. À la fin du récit, la valeur perdue est alors récupérée et c'est ce qui va sans doute se passer pour Nezuko qui a perdu la valeur d'être humaine et va le redevenir. La rupture du contrat social peut avoir plusieurs formes dans le conte, une jouissance non réglementée. C'est le cas des démons dans Demon Slayer. Ils ne mangent pas pour se rassasier, ils mangent pour devenir plus forts, pour manger encore plus d'humains, pour devenir encore plus forts, pour manger encore plus d'humains, etc., etc. La rupture peut être due également à un pacte avec le diable, ce qui est aussi le cas des démons qui font un pacte avec Muzan pour devenir eux-mêmes des démons. Et donc, je l'ai montré un peu avant, l'équivalent du diable dans cet univers. En gros, ces êtres s'éloignent du culturel pour se rapprocher du Naturel? Ainsi, les adversaires sont souvent des sujets naturels, les ogres, les dragons, et le héros un sujet culturel, vivant dans une communauté, avec des proches. Le héros rétablit alors un ordre culturel sur un ordre dit naturel. Les pactes qu'il fait avec des auxiliaires symbolisent le caractère social du système de valeurs qu'il rétablit. La rupture peut également passer par des liens de parenté compliqués. Les personnages auxiliaires dans les contes sont souvent des personnages exceptionnels, comme dans les shonen d'ailleurs. On suit rarement des personnages classiques. On suit des êtres avec des grands pouvoirs, une grande destinée, une grande hauteur morale. Dans les contes, on retrouve des figures importantes comme le chevalier, le sorcier ou la demoiselle en détresse, qu'on appelle aussi princesse. Les chevaliers, ce sont les pourfendeurs, les sorcières, ce sont les démons, et la demoiselle en détresse, c'est Nezuko. Il s'agit là de personnages assez hors du commun, les démons comme les piliers. Ils étonnent bien sûr grâce à leurs capacités hors normes qui leur permettent de grandes prouesses, souvent assez pyrotechniques. Et j'ai déjà dit à quel point je trouve l'esthétique des attaques des pourfendeurs trop stylée. Mais ça passe aussi par le chara-design, en gros les tronches des personnages. Regardez ce personnage et ce personnage. Vous voyez tout de suite qui est le personnage secondaire et qui est le personnage principal. Les designs des démons et des lunes sont très différentes. Les démons ont tous des designs qui s'éloignent des humains, qui leur donnent une allure monstrueuse. Les piliers, eux, ont des tenues classiques. La tenue noire, c'est la tenue classique que portent les écoliers japonais, aussi nommés Gakuran. Et les kimonos ont tous des symboles qui indiquent les pouvoirs et les personnalités des personnages. Encore une fois, je vous renvoie aux vidéos d'InnoTC, mais en tant que youtubeur, je ne peux pas résister à piquer un petit peu de contenu. Zenitsu, par exemple, son kimono est jaune, ce qui rappelle sa maîtrise du souffle de la foudre.
Et les motifs dessus sont des uroko, Kimono Bonsai Sushi. qui signifie écaille. Il était porté par les samouraïs afin de se protéger du mauvais sort, ce qui rappelle le tempérament peureux et craintif du personnage. Muzan lui est mis en opposition en profondeur en ayant une tenue de mafieux des années 20. Il représente là l'occidentalisation du Japon, donc en quelque sorte un ennemi qui se répand sur l'archipel. La modernité contre la tradition, bref, une opposition avec les gentils. J'ai déjà parlé du lien entre les personnages et leurs pouvoirs dans la vidéo sur Naruto, mais c'est aussi le cas dans Demon Slayer. Rengoku est un personnage flamboyant qui maîtrise le souffle très impressionnant de la flamme. Uzui est un ancien shinobi qui aime se faire remarquer. Il maîtrise alors le son, il est capable de n'en faire aucun, comme de réaliser un boucan infernal. Mitsuri, non bon, la flemme. Un point commun entre un grand nombre de personnages de ce manga, c'est qu'ils sont assez enfantins, et dans les contes, beaucoup de protagonistes sont eux-mêmes des enfants. D'un pas pressé, elle est sortie. La nuit était froide. La lune éclairait vivement le paysage autour d'elle. Et elle a retrouvé son fiancé. Il était superbe sur sa jument. Il l'attendait comme au premier jour. Peut-être un peu plus pâle. Mais après tout, on disait qu'il avait été blessé. Cela donc s'expliquait. Il l'aïssa en croupe sans mot dire. Et alors la jument partit à une vitesse. Tout allait si vite, se perdait dans un flou magnifique entre brume et clair de lune. Le monde était devenu splendide, irréel. Dans la nuit, dans la vitesse de leur chevauchée, le froid la saisit. Alors elle voulut se blottir contre son fiancé et ne le sentit pas réagir. Elle passa la main sur son front et crut toucher un bloc de glace. Alors, elle lui noua son mouchoir autour de la tête. Et il se retourna vers elle. La lune t'éclaire, la mort t'accompagne. N'as-tu pas peur? Non, lui répondit-elle. Quand je suis avec toi, je n'ai pas peur. Mais à peine ces mots prononcés, déjà sa lèvre tremblait. Une réalisation horrible se faisait progressivement dans son esprit, remontait de ses entrailles jusqu'au sommet de sa conscience. Et les corbeaux croassaient. « Ah, on n'a jamais vu ça! C'est trop fort, la vive qui passe avec le mort !» Et alors la réalité la saisit. Son fiancé était un trépassé, un mort-vivant qui venait de l'enlever. Elle regarda autour d'elle, vit les sabots de sa monture battre l'air au-dessus des vagues et forêts. Elle continua de perdre sa chaleur. Le tremblement de ses lèvres se transmit au reste de son corps. Finalement, le cheval atterrit dans un cimetière. J'en ai déjà parlé dans la dernière partie, mais les personnages des contes sont souvent des enfants. Surtout quand c'est des protagonistes. Et c'est bien sûr la même chose pour les shonen, on peut l'expliquer par plusieurs facteurs, mais l'identification est sans doute la raison la plus importante et la plus logique. Dans les deux cas, les contes comme les shonen, la cible visée sont les enfants. Pour aider à l'identification des enfants, on leur met un personnage principal qui leur ressemble, à qui ils peuvent s'identifier. Les deux registres apportent souvent des morales autour du passage à l'âge adulte, ce qui aide les jeunes enfants justement à se construire dans cette période un peu complexe. C'est le cas de beaucoup de contes, les trois petits cochons, le petit champignon rouge. Dans Demon Slayer, l'arc du train de l'infini montre des démons, la lune supérieure 7, et qui est le plus gros casse-couille de l'histoire. Utiliser ses pouvoirs pour plonger nos héros dans un rêve où ils revivent leur enfance heureuse. Là, les héros ont deux options, rester dans ce doux rêve et refuser la réalité, ou accepter de grandir, que les choses changent et tuer métaphoriquement l'enfant qu'ils étaient en se tranchant le cou dans leur rêve. D'autres messages positifs sont livrés aux enfants par l'évolution de personnages. C'est le cas par exemple avec Zenitsu qui apprend au fur et à mesure à s'accepter. Son grand-père lui explique qu'il n'est pas grave de savoir faire qu'une seule chose tant qu'on sait bien la faire. C'est un personnage chiant, mais surtout avec beaucoup d'angoisse, de peur, de sentiment d'infériorité, de manque d'amour, ce qui peut nous faire apprécier et voire s'identifier à lui malgré le fait qu'il soit chiant. L'enfant est bien sûr très lié à la famille, qui a un rôle très important pour lui, que ce soit de construction ou de destruction. Explosion!
Là, clairement, on peut penser à un Tanjiro qui semble avoir vécu une vie assez heureuse, bien que pauvre, entouré de toute sa famille. Moi, je suis pauvre, je suis fier de l'être. Même dans la mort, ses parents ou ses frères et sœurs viennent l'aider, le mettre dans le droit chemin. Ça arrive avec le combat contre Rui, le combat contre cette connasse de 7ème lune. Le secret est enfin en train de se concrétiser. Quand il faut calmer Nezuko dans l'arc du quartier des plaisirs. Mais la famille n'est pas toujours bénéfique. Tengen semble venir d'une famille très violente, aux traditions shinobi sanglantes, ce contre quoi il se rebelle d'ailleurs en devenant profondeur et en hiérarchisant la vie de façon différente. Rengoku, lui, est dans un entre-deux. Son père est un connard alcoolique. La boisson du shaitan. Qui s'en cogne de son fils. Sa mère, par contre, est un modèle de vertu qui lui explique qu'il doit employer sa force extraordinaire à sauver des gens. D'ailleurs, elle apparaît à sa mort comme pour souligner une ultime fois qu'il a bien agi. Quand vous tapez Conte sur Cairn, qui est un site qui regroupe des articles et des livres consacrés aux sciences humaines et sociales, les premiers qui sortent, c'est des articles de psychanalyse. Alors pas le choix, il faut s'y coller. Freud voit dans le conte une forme atténuée du mythe, ce qu'il décrit ainsi: les reliquats déformés de fantasmes de désirs de nations entières, les rêves séculaires de la jeune humanité. Ces écrits sont souvent proches de fantasmes mis à jour par la psychanalyse. Ces études sont réalisées par de grands et grandes psychiatres tels que Geza Rohem et Bruno Bettelheim. Le conte populaire aide au processus de socialisation. Il est une sorte de fantasme qui doit être cru, une sorte de rituel qui est nécessaire à la formation du surmoi d'après Freud. Ce surmoi est constitué d'instances morales intériorisées par la famille notamment. Encore une fois, le héros pouvant être n'importe qui, il est plus facile à l'enfant de s'y identifier, et le parcours accompli lui permet de grandir. Les images d'ogres et de sorcières font office de mauvaises figures parentales dont le héros doit se libérer, ce qui explique les très nombreuses œuvres où le méchant est une figure parentale. La belle-mère dans Cendrillon, Vador dans Star Wars, le père de Freud. En bref, le conte est souvent la mise en scène d'un conflit avec les parents au dénouement heureux. Une sorte de synthèse harmonieuse entre le ça et le surmoi. Mais cela ne veut pas dire qu'il n'y a pas de conflit. Et là, il peut être de deux types, le conflit extra-familial et intrafamilial. Pour ce dernier, il ne concerne pas Demon Slayer, ou très peu. En général, les familles ne sont dysfonctionnelles que chez les méchants, ce qui passe en logique et sans message. Dans le sens où un environnement familial violent amènera souvent les individus à l'être également, ne serait-ce que pour se défendre. Les conflits sont souvent entre enfants et parents, parfois dans la fratrie, mais le motif est très souvent économique. Notamment par la famine utilisée dans l'histoire du Petit Poucet, mais aussi celle de Tanjiro qui est issue d'une famille prolétaire, ou bien de Gyutaro. Le conflit est donc plus souvent extérieur à la famille. Il peut opposer au héros un être surnaturel et maléfique qui métaphoriquement est un obstacle dans la vie du jeune lecteur. C'est le cas des vampires qui peuvent représenter le désir insatiable que les enfants doivent contenir, et les démons sont très semblables aux vampires. Mais le monde peut être lui-même un obstacle, ce qui est moins le cas dans Demon Slayer. Le conte populaire est proche du fantasme dans le sens de scénario imaginaire où le sujet est présent et qui figure de façon plus ou moins déformée l'accomplissement d'un désir, comme le définissent Laplanche et Pontalis dans Vocabulaire de la psychanalyse. Les contes privilégient des fantasmes communs. Je vais en donner un comme exemple. Le fantasme de destruction du corps, par exemple, lié à une tradition orale autour de l'avalement des êtres humains par un monstre est lié au stade sadique oral de la petite enfance, c'est-à-dire l'apparition des dents. Mais bref, d'autres auteurs ont travaillé sur le conte et la psychanalyse, comme Jung ou Marie-Louise von Franz. Mais ce simple sujet pourrait faire une vidéo à lui toute seule, et on s'éloignerait un peu de l'analyse de Demon Slayer. Donc on va s'arrêter là pour le coup, mais peut-être qu'on y reviendra un jour. Demon Slayer, conte, vous connaissez la musique. Les deux ont un point commun, celui de la dichotomie bien et mal. J'arrête tout de suite les critiques. Oui, beaucoup de démons nous sont montrés comme des victimes. Je vais prendre rapidement l'exemple de Gyutaro et d'Aki. Les deux ont une vie exécrable, particulièrement Gyutaro. À la fin de leur combat, le flashback qui leur est consacré et qui nous apprend tout ça nous donne de l'empathie envers ces personnages. Mais la réalité de leur agissement horrible et leur tempérament pourri n'est pas oubliée. Ce qui est une bonne chose. On le voit alors que les deux personnages se dirigent vers l'enfer ensemble. Donc c'est vrai que cette affirmation n'est pas complètement juste, mais on nous montre quand même des combats contre des forces du mal irraisonnables. A l'inverse, de l'autre côté du spectre, nous avons un Tanjiro presque parfait, toujours gentil, toujours souriant, toujours compréhensif, toujours prêt à aider n'importe qui, accordant même, en quelque sorte, son pardon aux démons qu'il affronte. Le mec n'a pas une zone d'ombre et quasiment aucun défaut, d'où le côté dichotomique. Le héros est même un peu trop parfait. Normalement, dans un conte, le héros a justement des défauts qu'il comble, et c'est un peu ça la morale de l'histoire. Là, Tanjiro en est même presque insupportable. Mais les autres personnages, eux, sont bourrés de défauts, et c'est notamment grâce à Tanjiro qu'il règle ses problèmes de comportement. Je pense par exemple à Inosuke qui se calme un peu au contact de Kopotanchiro, ou Zenitsu qui devient un peu plus courageux. La dichotomie bien-mal permet donc d'avoir une morale à enseigner aux spectateurs.
valorisant ce qui est bien, pour les 3 petits cochons de ne pas procrastiner, pour Demon Slayer d'être traditionnel, droit et juste. Des valeurs qui représentent les héros et qui sont systématiquement en contradiction avec les démons qui ne respectent pas la vie humaine. Et je l'ai déjà dit plus tôt, mais le shonen et le conte ont la même cible, les enfants. La morale se doit donc d'être simple et instructive. L'une des fonctions du conte est bien sûr d'instruire. Déjà, il aide à l'apprentissage de la langue, puis de l'écrit, mais ce n'est pas le seul. Personnellement, parmi mes premières lectures, il y avait bien sûr Naruto, et ce qui m'a donné le goût justement de la lecture. Donc les BD permettent aussi un apprentissage ludique de la langue. Le conte permet une base culturelle à l'enfant. Ils sont très liés d'après Denisot qui nous dit « Le conte est une forme d'expression universelle qui traverse l'espace et le temps, donc aussi les cultures. » Et je ne sais pas ce que vous en pensez, mais j'ai l'impression que la culture populaire fait notre culture commune. Parler à une personne qui est née dans les années 2000 de Naruto, de One Piece, de Shaman King, d'autres œuvres qui sont sorties à cette période-là, je pense qu'il y a des grandes chances que vous puissiez avoir une conversation avec elle. Le conte et le manga, comme Demon Slayer, qui en plus est un véritable carton, font partie d'une culture commune et aident à la création de ce sentiment de faire partie de cette culture commune. Muzan est clairement présenté comme le mal absolu. En tout cas au stade où j'en suis. Le fait de créer un monstre, un méchant ultime, se retrouve souvent dans les shonen. On pense à des gens comme Freezer, Sukuna, All for One. Dans les contes, il s'agit de l'ogre, de la sorcière, qui sont aussi très cruels, et qui ne sont que des figures négatives. Le héros, lui, à l'inverse, est jeune et pur, comme Tanjiro. Bethlehem dit « L'enfant comprend intuitivement que, tout en étant irréel, ces histoires sont vraies, que ces événements n'existent pas dans la réalité, mais qu'ils existent bel et bien en tant qu'expérience intérieure et en tant que développement personnel. Que les contes de fées décrivent sous une forme imaginaire et symbolique les étapes essentielles de la croissance et de l'accession à une vie indépendante. » Les enfants apprennent ainsi à distinguer le bien du mal, et là, toutes les histoires ne se valent pas. Par exemple, le petit chaperon rouge voit que le loup est un méchant naturel de cette histoire. Il comprend que les gens rencontrés peuvent être un danger pour lui. C'est en partie vrai, encore plus quand on est un enfant. Mais en grandissant, cela peut créer une peur d'autrui qui peut avoir un effet délétère. Demon Slayer, par exemple, a de bonnes valeurs, comme l'amour fraternel d'un frère et d'une sœur, des amitiés solides, mais certaines un peu bizarres. Je vais faire une petite incise. Mitsuri, une des 2 seules femmes piliers, est le pilier de l'amour. Bien évidemment, elle a les cheveux roses, elle est nunuche, et son objectif c'est de trouver un homme plus fort qu'elle, car une femme veut se sentir protégée. Bon là vous voyez bien en quoi le personnage est assez problématique sur sa représentation des femmes. Alors même que le manga est écrit par Koyoharu Kotoge, une femme. Comme quoi le sexisme intériorisé est très important. Pareil quand on regarde d'autres personnages féminins. Comme Shinobu, pilier d'insecte qui n'a pas assez de force pour décapiter des démons, mais utilise des poisons. Kanao, qui est une jeune fille qui ne parle pas au début du mois. Donc il faut toujours faire attention, dans toute histoire il y a des messages. Pas toujours conscientisés d'ailleurs, qui ne sont pas toujours très bénéfiques. Par ailleurs, si Mitsuri est devenue pourfendeuse, c'est aussi pour quitter sa condition de femme, où les gens la jugent parce qu'elle n'entre pas dans des codes féminins, parce qu'elle est trop forte, parce qu'elle a des cheveux bizarres, etc., etc. Donc, même chez ce personnage, tout n'est pas à jeter. Le cavalier la fit descendre, puis se jeta dans une fosse ouverte devant lui, et du gouffre obscur, ses bras ressortirent. « Rejoins-moi, rejoins-moi dans notre union éternelle. Je veux sentir ta chaleur, entendre ton cœur. » Et elle, liée par leur serment, était incapable de s'enfuir. Alors, une à une, elle lui jeta ses robes. Et chaque fois qu'il s'en saisissait, il pensait trouver ses bras offerts. Mais ne tombant que sur des manches creuses, le mort les déchirait et l'appelait à nouveau. Sa voix impérieuse, et la jeune femme résistait. « Hâte-toi, lui disait son fiancé, hâte-toi, je gèle et le soleil se lève. » Il ne lui resta bientôt que sa robe de fiançailles, sa robe si précieuse. Elle fit et défit les boutons, se décida puis se ravisa. Finalement, elle n'eut pas le choix, elle lui jeta aussi cette robe. Le mort la fouilla, la déchira et l'appela une dernière fois. Elle se résignait à se jeter dans la fosse lorsque le chant du coq retentit. L'aube pointa à l'horizon. Le mort est retombé dans la fosse et la jeune femme s'est évanouie. On attribua son comportement à une folie, induite par l'amour, lorsqu'on l'a retrouvée au matin, ses robes déchirées, éparpillées autour d'elle dans le cimetière. Cependant, elle insista, tant et si bien qu'on finit par accéder à sa demande d'ouvrir la tombe bouchée.
La tombe fut rouverte et à l'intérieur de celle-ci, on a trouvé le marin, à jamais apaisé, avec à son front le mouchoir de son aimé. Le coq a chanté, l'histoire est terminée, et cric et crac, elle retourne dans mon sac. Bon, il s'agissait là d'une vidéo plutôt tranquille. Vous pouvez voir en description, j'y ai mis toutes les ressources que j'ai utilisées. En tout cas, j'espère que vous avez bien compris où je voulais nous mener en comparant Demon Slayer et le conte. Je vais être très honnête sur mon appréciation de Demon Slayer, j'avoue que j'ai du mal, et particulièrement depuis la 3e saison. Je vais pas faire une critique très détaillée de mon avis personnel qui est peut-être pas très intéressant, mais je trouve que ça tourne beaucoup autour de la bagarre. C'est un shonen, vous allez me dire, c'est normal, il y a de la bagarre. Bon. Mais je trouve quand même qu'il n'y a que ça. Il n'y a pas de moment où on peut profiter des personnages, d'une avancée psychologique par un autre événement que la bagarre. Les avancées se font que au travers de cette baston qui est constante et qui est bien fait et qui en plus, en l'occurrence en animé, est vraiment trop bien animé, trop bien mis en scène, etc. Mais j'ai quand même du mal avec le rythme, qui est effréné du coup, parce que c'est que de la baston, mais ça reste quand même un rythme trop peut-être soutenu, alors même que, en l'occurrence, la dernière saison a un peu le problème inverse, c'est qu'ils font toute une saison sur un entraînement. Et on s'en cogne un peu. En plus, les histoires se répètent, c'est toujours Tanjiro qui arrive, qui motive les autres, qui passe à une autre épreuve, qui... Bon, j'ai pas l'impression que ça avance des masses à ce niveau-là. Attention, par contre, comme je l'ai dit, ça a plein de qualités. Déjà, on voit que c'est un shonen qui est certes classique hein, dans ses codes, mais qui prend quand même dans les contes, en l'occurrence, l'autrice s'inspire des yokai pour créer les démons, donc ça reste assez cohérent. Puis il y a plein d'autres sujets qui sont abordés dans l'œuvre, dont j'ai déjà un petit peu parlé dans cette vidéo, et qui font que, quand j'ai revu une deuxième fois les arcs, j'ai trouvé que les thématiques abordées étaient vraiment très bien ficelées. Par exemple, je vais prendre juste un exemple et après je vous laisse tranquille, c'est le cas du quartier des plaisirs, où on a une dichotomie justement entre la beauté et la laideur, qui est représentée bien sûr par Gyutaro et Daki, mais il y a également Tengen, et il y a également tout ce qui est quartier des plaisirs, qui a deux faces, c'est-à-dire une face plutôt jolie, où on expose des femmes très belles, etc., etc. Mais derrière, ça reste quand même de la prostitution. Voilà, le mot est jamais prononcé, peut-être parce que c'est aussi à destination des enfants, mais ça reste de la prostitution avec toute la violence qu'il y a dans ce genre de milieu. Donc il y a vraiment cette dichotomie qui est très intéressante et qui n'est pas facilement perceptible, c'était pas mis sur la figure directement. Et ça, je trouve ça quand même assez intéressant et plutôt bien écrit pour le coup. Voilà, merci d'avoir regardé la vidéo, n'oubliez pas de faire tout ce que vous avez à faire, abonnement, machin, tout ça. Et moi je vous dis Au revoir.